Processus de réconciliation au Togo, le gouvernement a amorcé une phase ce vendredi, celle de la vulgarisation du livre blanc à travers tout le pays. Objectif, permettre aux populations de s'approprier le contenu pour une meilleure mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. L'Ukraine a finalement signé son accord d'association avec l'Union européenne, un accord qui est à l'origine de l'escalade des tensions entre Moscou et Kiev. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, vous êtes sur LCF, voici le journal. Je vous le disais dans les titres, depuis 2009, on le sait, le Togo se situe dans la logique de la justice traditionnelle, avec en ligne de mire la mise en œuvre des recommandations de la commission CVJF, Vérité, Justice et Réconciliation. Cette dernière, après des mois de travail acharné, a formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Aujourd'hui, il est question de la mise en œuvre de ces recommandations, mais encore faut-il que les populations soient imprégnées du contenu. Et pour le gouvernement, ceci devrait d'abord passer par la vulgarisation d'un livre blanc dont le lancement est fait ce vendredi. Du 30 juin au 4 juillet, ce livre devra parcourir tout le pays. Le but, favoriser l'implication de tous dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Compte rendu, Ida Ziadvo, Kwasi Kotoé. Engagé dans le processus de réconciliation nationale, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 3 avril dernier le livre blanc sur les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Cette présente cérémonie lance ainsi une tournée nationale qui a pour but la dissémination et l'appropriation du contenu de ce livre et des recommandations de la CVJR par les acteurs et la population. Par la publication de ce livre blanc, le gouvernement renouvelle son engagement à mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Les recommandations visent à instaurer une nouvelle vision de société, la consolidation de l'état de droit, l'apaisement des victimes, la lutte contre l'impunité, la lutte contre les causes des violences et la prévention de nouveaux conflits et de toute répétition. L'effectivité de leur réalisation sera la mesure de leur appropriation par chaque ministère. Mais il faut que chaque Togolais se sente concerné et que tout le monde s'implique. Ce livre blanc est la Bible de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, des recommandations indispensables pour soulager des cœurs meurtris par des décennies de violence politique. Pour toutes ces personnes, des actions concrètes doivent être posées. Les recommandations sont en deux catégories. Il y a les recommandations de nature symbolique qui visent à l'apaisement social, qui visent à la cohésion sociale et au renforcement de l'unité nationale. Et puis, il y a l'ensemble des recommandations qui sont liées aux réformes institutionnelles, sécuritaires, de justice et qui regardent un peu tous les aspects de la vie sociale togolaise qui feront l'objet d'une mise en œuvre progressive. Après le défi de la vulgarisation du dit livre, reste celui de sa mise en œuvre, le seul moyen de poursuivre le processus de réconciliation afin d'instaurer un apaisement social, levier de tout développement durable. Garantir et maintenir la sécurité en ce qui concerne la gestion de l'aviation civile, ce n'est pas mon serment en tant que journaliste, mais plutôt celui de 5 nouveaux inspecteurs de l'aviation. Serment fait ce vendredi au Palais de Justice de Lomé. La mise en œuvre leur incombe désormais sur le terrain. Le résumé avec Ashta Mayom et Renaud Alari. L'aviation civile de Lomé accueille de nouveaux inspecteurs de l'aviation. Ils sont 5 à avoir prêté serment ce jour après des années de formation en ingénierie et en gestion du service d'aviation. Ce qui leur confère aujourd'hui ces titres d'inspecteurs de sûreté pour les uns et d'exploitation pour les autres. Ils ont désormais le rôle d'assurer des tâches de gestion ainsi que la supervision des activités de l'aviation pour une durée de 2 ans renouvelable. La cérémonie d'aujourd'hui confirme que ces inspecteurs qui le sont aujourd'hui, qui ont suivi une phase de formation, se conforment à la loi. Ça veut dire qu'ils sont maintenant à même d'inspecter toute structure qui se crée et qui est sous la supervision de l'ANAC. Parce que c'est d'abord la loi qui le recommande, ce sont nos lois qui nous recommandent. L'ANAC veut être toujours en conformité avec ce que ce loi dit et ce que notre réglementation dit et la réglementation communautaire aussi dit. Donc aujourd'hui,
C'est un long processus qui vient d'aboutir. Tout joyeux et conscient de la mission qui leur est désormais assignée, les différents récipiendaires entendent exercer dans le respect des règles de l'éthique et de la déontologie leur métier pour garantir et maintenir la pérennité du service d'aviation. Avec le serment de ce matin, nous sommes devenus inspecteurs titulaires, ce qui nous permet de pouvoir exécuter nos lourdes missions en toute indépendance et dans le respect de la loi. Au nom des collègues, on remercie le DG de l'ANAC pour le sacrifice, les investissements qu'ils ont faits dans le domaine de cette formation afin de pouvoir relever le niveau de sécurité et de sûreté de l'aviation civile togolaise. Cette cérémonie de prestation de serment reste un pas en avant pour l'Agence nationale de l'aviation civile, qui voit ainsi le nombre de ses inspecteurs d'aviation augmenter. Un renforcement qui permettra de mieux sécuriser l'aviation puisqu'il sera en charge spécialement de la sécurité et l'inspection des documents de voyage. Fin. Pas de cette édition bien sûr, mais de la formation des formateurs ouverte aux agents des forces armées togolaises et béninoises depuis le 17 juin dernier à Lomé. Ces agents, 19 en tout, ont été outillés sur le droit international humanitaire en vue de mieux répondre aux engagements, recommandations et obligations internationales. Mathieu Gaye, Ayovi Dossé. Ils sont 9 agents des forces armées béninoises et 10 agents des forces armées togolaises à bénéficier de cette formation locale sur l'art d'instruction en matière de droit international humanitaire. Une formation organisée conjointement par la Croix-Rouge togolaise et l'état-major général des forces armées togolaises afin de répondre aux engagements pris mais aussi aux recommandations et obligations internationales découlant de la participation des forces armées aux opérations internationales. La formation que nous avons dispensée aux forces armées du Togo et du Bénin était relative au droit des conflits armés. C'est un droit qui doit être appliqué lorsque les militaires sont en opération. Et cette formation est axée sur un certain nombre de principes que ceux qui font les opérations de guerre doivent prendre en compte. Il s'agit des principes de proportionnalité, de distinction, de limitation, ce qui veut dire que à toutes les phases de combat, ils doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour faire la distinction entre les combattants qu'ils peuvent attaquer et les civils qu'ils doivent préserver. Pour le représentant du chef d'état-major général, cette formation doit être continuelle chez les formateurs formés. Je suis tout aussi persuadé que cette formation reçue ne sera pas pour vous, nouveaux instructeurs, une fin en soi. En tant que formateur, vous devez entretenir les connaissances et méthodes pédagogiques acquises en vue de pouvoir les transmettre aux autres avec aisance et sérénité. À l'issue de cette formation, attestation en main, cet agent béninois se réjouit. L'encadrement a été très fier de nous. Il a dit qu'on a de bons résultats, puisqu'ils l'ont dit, ça veut dire qu'on a de bons élèves. Et s'il y a de bons élèves, ça veut dire qu'il y a de bons instructeurs. Ça s'est passé très honorablement. D'autres formations du genre sont prévues dans les jours qui viennent dans la sous-région. La célébration de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, on vous en parle depuis jeudi. Jeudi où a eu lieu à Lomé une cérémonie officielle d'incinération d'une importante quantité de drogue. Jacques Pekemsi et Ayaovi Dossé ont assisté à cette cérémonie. Voici le reportage. Après son message à la veille de la journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, le ministre de la Sécurité se déplace au champ de tir. Loin des habituels appels à la conscience de tous, c'est un geste fort significatif que vient poser le premier responsable de la sécurité, l'incinération d'une importante quantité de drogue. Nous avons voulu joindre l'acte à la parole en incinérant toutes les saisies de l'année. Vous avez plus de 5 tonnes de cannabis, presque 5 kg de cocaïne et un peu plus de 20 kg de amphétamine qui sont l'œuvre des forces de répression, à savoir les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la douane, les forces de défense, et qui ont reçu des instructions du gouvernement de tout mettre en œuvre pour décourager
et désillusionner ceux qui pensent utiliser notre territoire comme point de passage ou comme lieu de consommation. Cette quantité brûlée constitue l'ensemble des saisies de juin 2013 à juin 2014. Par ce geste, c'est un message fort qui est envoyé aux trafiquants. L'ONU a choisi cette journée pour marquer encore une fois la détermination de la communauté internationale pour lutter contre ce fléau qui détruit nos populations. Nous avons mis au feu les saisies de l'année et vous dire aussi que toute la répression continue dans tout son sens avec la plus grande fermeté possible, que ce soit à nos frontières terrestres, aériennes ou que maritimes. Cette année, c'est un message d'espoir que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime lance à l'occasion de cette journée. Oui, il est possible de prévenir les troubles liés à l'usage des drogues et les autorités togolaises entendent jouer leur rôle dans ce sens. Communiquer de façon régulière avec la base et ceci à travers la mise en place d'une politique de décentralisation. C'est la vision que s'est donnée la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national des patrons de presse. Après les régions des plateaux, Kara et autres, la région maritime dispose depuis ce vendredi d'un point focal basé à Thévié. Le compte rendu de la cérémonie avec Cassandra Hanaouli. C'est désormais chose faite. L'installation du point focal du Conseil national des patrons de presse dans les maritimes. Ce nouveau bureau ici installé à Thévié, chef-lieu des maritimes, servira de pont entre le bureau national et la base. Une base qui dorénavant ne connaîtra plus de déficits en information. Aujourd'hui, avec l'outil informatique, tout est facile. Nous avons l'Internet qui va nous favoriser à envoyer des informations au niveau de la base. Des matériels composés d'ordinateurs, de téléphones et de clés modem ont été remis à ce nouveau bureau afin qu'il soit totalement impliqué dans les activités du CONAP. Depuis vendredi dernier, nous avons fait une assemblée générale extraordinaire qui nous a permis de revisiter les statuts du CONAP. Et dorénavant, les points focaux sont une exigence pour tous les bureaux qui seront là au niveau du CONAP. Et ces points focaux vont maintenant permettre au CONAP de mieux fonctionner, c'est-à-dire que tout ne va plus se limiter à Lomé. Et également, lorsque la base au niveau de Lomé veut avoir des informations par rapport à ce qui se passe dans une région, l'idéal serait de se référer au point focal qui va essayer de répercuter tout ce qui se passe également au niveau de Lomé dans la région. Donc je crois que c'est cet objectif qui a amené le CONAP à initier l'installation de ces points focaux qui dorénavant font partie de nos statuts. Après cette étape de Thévié, le Conseil national des patrons de presse poursuivra la dernière étape à Dapaon en début du mois de juillet. L'actualité hors du Togo, tout d'abord l'Ukraine. Les choses se précisent désormais. Le président ukrainien Petro Poroshenko a signé ce vendredi le fameux accord d'association et de libre-échange avec les dirigeants de l'Union européenne. Cet accord, source de conflit entre Kiev et Moscou, prévoit notamment de supprimer l'essentiel des barrières douanières entre l'Ukraine et les pays de l'Union européenne. Je pense que c'est le jour le plus important de l'histoire ukrainienne après le jour de l'indépendance. En signant l'accord d'association avec l'Union européenne, l'Ukraine, tout comme la Moldavie et la Géorgie, entre dans une nouvelle ère de son histoire. Place de l'indépendance à Kiev, là où les pro-européens avaient commencé à manifester il y a 7 mois, de nombreux Ukrainiens se sont rassemblés pour fêter l'événement. J'apprécie réellement que ça ait lieu enfin. Si vous me demandez pourquoi, c'est parce que j'ai vécu en Europe, en Allemagne par exemple, et je sais comment est la vie là-bas, comment l'État et les services publics sont organisés. L'objet de ce partenariat repose sur la suppression des barrières douanières, sur la simplification des échanges commerciaux entre Kiev et ses voisins européens. Un attrait pour les jeunes Ukrainiens. La chose la plus positive est avant tout le soutien des économies européennes. C'est un soutien que nous attendons depuis longtemps. Et nous allons peut-être signer d'autres accords pour assurer l'intégrité territoriale au sein de l'Union européenne. Même si l'accord ne prévoit pas l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, beaucoup souhaitent un jour devenir européens. Dans le Donbass, région russophone de l'est du pays, l'accord européen est vu d'un mauvais œil.
Je veux que le Donbass fasse partie de la Russie. La Russie, c'est notre patrie. Le russe est notre langue maternelle. Nous respectons et nous aimons la Russie. Nous devons nous séparer du peuple ukrainien. L'accord d'association divise et sur le terrain la situation ne s'améliore pas. Le cessez-le-feu décrété par Kiev a été prolongé ce vendredi de 72 heures, mais ni les militaires ukrainiens ni les militants pro-russes ne veulent déposer les armes. En Europe, après plusieurs semaines de discussion, c'est bien le luxembourgeois Jean-Claude Juncker qui a été choisi par les dirigeants de l'Union européenne pour présider la Commission européenne. Jean-Claude Juncker n'a pas fait l'unanimité, mais il obtient tout de même une large majorité des voix. Le Parlement européen doit valider sa nomination mi-juillet. Chrétien démocrate de 59 ans, ancien président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, c'est en bref l'homme que nous allons découvrir à travers ce reportage. C'est la première fois qu'il se présentait à la présidence de la Commission et pourtant on a l'impression qu'il y est depuis toujours. À 59 ans, Jean-Claude Juncker est ce qu'on pourrait appeler un poids lourd de la scène politique européenne. L'homme détient des records de longévité au pouvoir, 18 ans Premier ministre du Luxembourg. Il est depuis 2005 et ce malgré la crise, le président de l'Eurogroupe, celui qui décide des grandes orientations économiques de l'Union. Le secret de cet ancien avocat, un certain art de la rhétorique ou comment transformer un plan d'austérité, gel des salaires, augmentation des impôts pour lutter contre l'inflation en une mesure populaire. Nous pensons que l'inflation est un problème qui devrait aussi concerner, et dans leurs préoccupations et dans leur action, les syndicats, y compris ceux qui sont européens. L'inflation est l'ennemi de ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat. L'inflation est l'ennemi d'abord de ceux qui sont faibles. Avenant et courtois, il peut paraître aussi distant et élitiste, l'archétype du haut dirigeant européen. Jean-Claude Juncker a été l'acteur du maintien de la Grèce dans la zone euro. Il a su aussi se montrer ferme, notamment vis-à-vis des plus eurosceptiques qui voudraient sans cesse remettre en question les traités européens, britanniques en tête. Conservateur pragmatique, il est l'homme du compromis pour les uns, de l'immobilisme pour les autres, trop éloigné des citoyens européens, selon David Cameron, qui aura été son principal opposant. Je pense que le président de la Commission européenne devrait être choisi parmi les chefs d'État élus. C'est la bonne approche. La mauvaise, c'est de conserver au pouvoir des gens issus des partis pro-européens. Une chose est sûre, être le candidat du Parti populaire européen, le premier groupe politique représenté au Parlement de Strasbourg, aura été un grand avantage, mais être un europhile convaincu dans une Europe en proie au doute risque de l'être beaucoup moins dans la durée. En Irak, c'est toujours le chaos. Les États-Unis font voler des drones armés au-dessus de Bagdad et ses environs pour, selon un responsable, protéger les diplomates américains présents dans la capitale. Sur le plan militaire, l'armée tente de reprendre le contrôle de Tikrit, ancien fief de Saddam Hussein, tombé aux mains des insurgés sunnites. Une situation qui oblige le Premier ministre Nouri al-Maliki à lâcher du lest. Pour la première fois, ce dernier reconnaît que face à la menace des insurgés sunnites, le règlement de la crise devra aussi passer par une solution politique. Vainqueur des élections législatives, Nouri al-Maliki ne sera peut-être plus à la tête du gouvernement dans quelques jours. Le Premier ministre chiite est notamment critiqué pour sa marginalisation des sunnites et son monopole du pouvoir. Aujourd'hui, le grand ayatollah Ali al-Sistani, plus haut dignitaire chiite d'Irak, appelle à un gouvernement d'union nationale et demande un accord sur le choix du Premier ministre. Ce qui est attendu des groupes politiques, c'est de se mettre d'accord sur les trois présidences de la République, du Parlement et le Premier ministre, dans le délai constitutionnel imparti. C'est le début d'une solution politique que tout le monde recherche. Ces critiques rejoignent celles de l'ancien allié américain. De nombreux démocrates et républicains demandent le départ de Nouri al-Maliki. Officiellement pour le président Barack Obama, pas question pour les États-Unis de choisir les dirigeants irakiens. Il appelle Nouri al-Maliki à former un gouvernement d'union pour sortir le pays de la crise. À Bagdad, les habitants mettent en doute une possible solution politique. Maliki a échoué. Il a fait un seul effort pour résoudre les problèmes de son peuple. Comment peut-il rester au pouvoir? Je ne pense pas qu'il va rester au pouvoir. L'Irak se dirige vers la partition, vers une segmentation en 3 régions.
c'est l'avenir de l'Irak. Il ne se passera rien de positif en Irak. Jusqu'à présent, Nouri al-Maliki a refusé de négocier avec les communautés kurdes et arabes sunnites. Désormais, il juge nécessaire une solution politique et semble vouloir s'accrocher au pouvoir. Le mondial 2014, pour finir, l'Afrique compte depuis jeudi 2 représentants au sein des 16 pays qualifiés pour les 8e de finale. Il s'agit des Super Eagles du Nigeria et des Fennecs d'Algérie qui ont respectivement pour adversaires la France et l'Allemagne. Cependant, le sort des primes reste toujours non conjuré au sein des sélections africaines. Après le Cameroun et le Ghana qui sont tombés les armes à la main, le fameux diable des primes pointe désormais les Super Eagles. Les poulains de Stephen Keshi ont refusé de s'entraîner ce vendredi, réclamant une prime conforme à leur qualification. Coup dur, mais espérons qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Et voilà, ce sera tout. Merci à vous qui nous avez suivis à Lagos et partout ailleurs. Restez fidèles au programme de LCF, la chaîne du futur.